Alors, je vais vous présenter très rapidement Accenture Interactive, qui a été renommé récemment Accenture Digital. On part, bon, vous avez probablement pour certains d'entre vous une connaissance d'Accenture. Donc, on travaille dans les métiers traditionnels du conseil, de l'intégration de systèmes et de l'externalisation des processus. Et on vient de créer une quatrième plateforme qui s'appelle Accenture Digital et qui cherche à répondre finalement aux problématiques que se posent aujourd'hui nos clients autour d'un triptyque qui consiste, pour la partie haute que vous voyez, à créer un certain nombre d'expériences utilisateurs qui viennent transcender l'ensemble des médias et des points de contact avec lesquels leurs clients sont mis en relation et à ce titre doivent créer des expériences donc, qui soient pertinentes, élégantes, simples, tout en masquant des complexités technologiques, organisationnelles qui peuvent exister dans leur société. Alors pour faire ça, finalement, nous, on voit deux éléments de soutien, deux éléments fondateurs. Le premier, c'est celui qui concerne la modification des modes de travail, la modification des organisations, et c'est le point d'aujourd'hui, donc on va en parler de manière un peu plus détaillée. Et la nécessité également d'adapter, c'est le troisième volet Flex sur plateforme, c'est la nécessité d'adapter les plateformes technologiques aux contraintes d'aujourd'hui. Je crois qu'on les a évoquées un peu plus tôt dans la matinée, qui répondent à des problématiques d'ubiquité des utilisateurs, à des systèmes qui sont de plus en plus polymorphes, à des interfaces qui sont multimodales, dans la voiture par exemple. Et donc, c'est en réponse à ces enjeux qu'on a effectivement créé Accenture Digital. Donc je passe rapidement sur ce point-là. Aujourd'hui, c'est 23 000 personnes dans le monde qui traitent de problématiques de conception d'expérience utilisateur, d'intégration avec des systèmes d'information, et puis on va jusqu'au run des activités pour certains clients. On le voit ici sur les aspects de marketing, gestion de campagne, etc. Alors, si on essaye de regarder un petit peu les tendances, beaucoup ont été abordées un peu plus tôt dans la matinée, mais aujourd'hui, il y a des mutations, des transformations, j'allais dire, des usages au sein ou chez les clients de nos clients qui vont nécessiter une réponse à la fois technologique, organisationnelle, process, gestion des équipes à laquelle on va chercher à répondre. Mais je voulais juste passer quelques petites secondes sur le slide qu'on a ici. Finalement, les tendances qu'on retient et que je retiens particulièrement sur 2014, donc on a en fait chaque année des cahiers de tendances qui sortent, soit sur les sujets technologiques, soit sur les sujets qui sont plus liés à l'impact sur les consommateurs finaux. Donc ce que je retiens ici, c'est effectivement la conversation avec les objets. On en a parlé il y a quelques minutes, avec la multiplicité et la nécessité de savoir gérer les flux et d'intégrer l'ensemble de ces objets dans des parcours utilisateurs. L'impact autour des acteurs qui travaillent dans les telcos et qui, depuis des années, gèrent la révolution continue des tuyaux qui deviennent de plus en plus gros et de la nécessité de créer des services en permanence pour pouvoir gérer de la différenciation dans un marché qui tend à se commoditiser. La notion de living arrows, parce que finalement, aujourd'hui, on associe en fait les marques un peu comme des arcs et la communication qu'elles font comme des flèches. Une fois que la flèche est partie, il ne se passe plus grand-chose que l'arc peut faire, ou que la marque peut faire. Et on voit bien que derrière, les consommateurs, au travers de tous les outils, plateformes de réseaux sociaux qui sont mis à leur disposition, s'emparent de la communication des marques sans qu'elles puissent y faire grand-chose, si ce n'est considérer que c'est une opportunité et regarder, là encore, du point de vue de l'organisation, comment elles vont pouvoir traiter ces nouveaux enjeux. On a évoqué Nest tout à l'heure. La notion d'intégration de toujours plus de digital au sein de la maison est intéressante parce que finalement, elle permet aux acteurs qui sont fortement impliqués dans les problématiques de domotique dans la maison de capter
un ensemble d'informations comportementales extrêmement fines, extrêmement détaillées. Alors c'est valable pour les distributeurs d'énergie qui demain, avec les smart meters, donc les compteurs intelligents, vont avoir la possibilité de proposer un certain nombre d'offres très intéressantes et extrêmement personnalisées en fonction des usages et des consommations. Je passe rapidement sur l'aspect de dématérialisation de la monnaie, qui est déjà lui-même un concept assez dématérialisé, la monnaie, mais là, avec Bitcoins, c'est encore plus dématérialisé. Le point qui est en haut, every product is a service waiting to happen, est vraiment très, très important, puisqu'aujourd'hui, on se rend bien compte que finalement, les gens achètent de moins en moins de produits pour la valeur intrinsèque du produit que pour l'expérience globale qu'il leur est fournie avant, pendant et après. Et ça, l'ensemble des bracelets dédiés aux sportifs sont évidemment un excellent exemple. Et des acteurs comme Nike, comme les constructeurs d'appareils photo ou d'imprimantes l'ont bien compris, alors qu'ils étaient dans un modèle désintermédié très loin de la connaissance de leur client final. Ils ont su créer des plateformes pour pouvoir apporter du service et recapter cette donnée client dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est le nerf de la guerre. Donc Nike, avant le Fuel Band, finalement avait créé Nike Plus pour pouvoir créer des communautés de sportifs et malgré une distribution au travers de Foot Locker, capter de la donnée client. Canon, Epson le fait bien entendu avec ses appareils photo, ses imprimantes, mais ça n'est qu'un exemple. Une tendance qui est très importante en ce qui nous concerne aussi, c'est celle qui concerne les révolutions d'usage dans le domaine de la santé avec l'intégration du digital. Alors je ne parle pas simplement des enjeux qui datent depuis belle lurette autour du dossier patient unique, de la communication des données, etc. Mais on voit aujourd'hui, si je connecte un petit peu l'aspect santé et l'aspect maison, la possibilité de venir dans le cadre des sujets liés à la seniorité, à l'enjeu de rester à la maison le plus tard possible pour retarder le facteur de la dépendance, voir comment est-ce qu'on peut intégrer dans la maison un certain nombre de devices. Je prends un exemple, la Kinect de Microsoft, qui est un bon usage pour vérifier à distance la rééducation que peut faire un patient. Donc il va faire un certain nombre d'exercices devant sa Kinect et en fonction de la manière dont il les fait, de son temps de réaction, le médecin qui est à distance va pouvoir prescrire des soins de suite ou au contraire confirmer qu'il est en voie de guérison. Tous les process, là encore liés à la dématérialisation dans le cadre de la souscription digitale, Bank of America qui permet aujourd'hui l'encaissement des chèques par la prise de photos. Donc vous prenez votre chèque en photo et automatiquement le chèque est encaissé, vous l'envoyez a posteriori, il est traité dans un flux asynchrone, mais on voit bien que les processus de souscription sur l'ensemble des services vont faire gagner alors de la préférence de marque, vont faire gagner également énormément en termes de cost to serve pour les entreprises, puisque les flux papier tendent à diminuer. Bon, la notion du service est fondamentale. Le to serve or not to serve, bon, je pense que la réponse est contenue dans la question. On voit bien aujourd'hui une tendance, et ça fera la transition sur le slide d'après, une tendance de plus en plus importante entre, ou du moins liée à la disparition des frontières entre le marketing et le service. Donc, on mesure que les chemins traditionnels ou les méthodes d'entrée en relation entre les prospects et leurs marques évoluent. Les cycles classiques de découverte, d'avant-vente, vente, après-vente tendent à changer parce que les attentes sont différentes de la part des consommateurs, parce que les moyens qui sont mis à leur disposition évoluent, parce que le bouche à oreille prend aujourd'hui une portée absolument mondiale. Et donc, les recettes qu'on appliquait, qui consistaient plutôt à investir massivement sur du marketing en avant-vente pour faire la promotion d'un produit ou d'un service, et puis la question de poser du service a posteriori pour pouvoir gérer le customer care, par exemple, gérer les réclamations, mais tout ça tend à disparaître, les frontières se brouillent un peu, et on imagine bien aujourd'hui dans différentes industries, l'industrie de l'automobile est un bon exemple, qu'on va chercher à pousser du service en amont alors qu'on avait du marketing. Je prends un exemple.
les phases qui étaient peu exploitées par les constructeurs automobiles, du temps d'attente entre le moment où le véhicule est commandé et le moment où le véhicule est livré, doit pouvoir donner lieu à des actions combinées de services et de marketing qui permettront aux clients, par exemple, de découvrir en avance le manuel d'utilisation de son véhicule, savoir comment est-ce qu'il va pouvoir connecter son iPod ou son iPhone à son Bluetooth. Mais pourquoi pas, si on a une forte connexion avec la supply du constructeur, lui dire qu'il est encore temps de modifier les options, d'en rajouter, d'en enlever, etc., etc. Sur les slides suivants, donc vas-y. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'on mesure aujourd'hui, à l'aune de ces tendances, de multiples enjeux autour des évolutions des organisations digitales, parce qu'elles nécessitent principalement de faire travailler ensemble le marketing et l'IT et de casser le modèle traditionnel qui dit que le marketing considère que l'IT comprend rien à rien, que c'est une boîte noire à budget, et à l'inverse l'IT dit de toute façon le marketing c'est pas spécifié. Moi je leur ai demandé un cahier des charges, c'est pas clair, c'est pas net. Vous l'avez tous forcément entendu. Donc aujourd'hui, on est interrogé par un ensemble de clients qui nous disent comment tenir compte de ces nouveaux enjeux en regard de la manière dont on considère le digital et son niveau de criticité pour l'entreprise. Et ce qui est intéressant, quand on a effectivement discuté ensemble, c'est la manière dont les entreprises intègrent ce digital. Et donc, tu as théorisé en gros 5 grandes manières d'intégrer le digital. Voilà, exactement. Alors là, vous vous rendez compte de l'influence d'Accenture. Hein, donc, c'est fini les slides avec des jolies couleurs. Ouais. Donc, on revient sur des modèles un peu plus théoriques. Mais grosso modo, ce qu'on voit ici, déjà, le premier point, c'est qu'il n'y a pas une organisation qui est meilleure qu'une autre. Il y a une organisation qui doit répondre à des enjeux. Ici, on voit finalement que le digital est absolument core ou au centre des préoccupations de l'entreprise, sur un modèle qui est un petit peu plus fragmenté et qui va permettre aux différentes business units de gérer leur stratégie digitale et de gérer la manière dont elles exécutent le digital, eh bien, est plutôt le trait de caractère ou le reflet d'une entreprise pour qui le digital, à ce stade, est anecdotique. Donc les questions qu'on se pose aujourd'hui avec nos clients, elles sont plutôt de dire, dans le modèle relationnel et l'évolution du modèle relationnel que vous souhaitez avoir avec vos clients, vos prospects, vos fournisseurs, vos partenaires et vos employés, quelle est la place que prend le digital dans un mix cross-canal? Je dis cross-canal à escient, je ne dis pas multicanal, parce que beaucoup de nos clients aujourd'hui sont dans savent faire du multicanal, ils savent répondre au téléphone, souscrire des contrats en ligne, répondre en agence. Par contre, la capacité à réellement sortir de sa ligne d'eau et aller me balader un peu où je veux dans la piscine est plus compliqué. Donc quand on est dans un modèle relationnel cross-canal, quelle est la place du digital et en conséquence, finalement, quel va être le modèle le plus adapté à mettre en œuvre, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Donc si je regarde ensuite un cran en dessous, donc on pose un modèle d'organisation, ensuite on va réfléchir au modèle de déploiement. Parce que l'organisation, c'est finalement la manière de prendre une photo. La vie, c'est plutôt un film qui se déroule à 24 images secondes. Et c'est en ça qu'on s'intéresse aussi de manière concrète à comment ça fonctionne entre des organisations qui décident finalement de centraliser l'ensemble des processus qui contribuent à gérer la relation avec un volet digital, comme Santander par exemple, à des modèles décentralisés comme Santander, à des modèles qui sont avec une part de centrale assez important. Alors c'est très vrai bien entendu pour des pure players, ça commence à l'être pour des acteurs comme L'Oréal, vous l'avez peut-être vu dans la presse. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il reste une part du poids important du côté des régions. Pourquoi? Parce que de nombreuses organisations tirent leur PNL des filiales locales qui ramènent finalement le chiffre au niveau du corporate. Et donc tout l'enjeu pour nombreux de nos clients sont de comprendre comment le central va être en capacité de mettre en place, on le voyait dans le slide précédent, des entités de gouvernance qu'on appelle des centres d'excellence digitale, par exemple, pour nourrir les régions, pour nourrir les business units, pour nourrir les pays, pour nourrir les marques d'un certain nombre de moyens transverses
Et tout l'équilibre va être de gérer subtilement l'autonomie que les pays doivent avoir. Ils ont la connaissance de la marque, ils ont la connaissance de leurs clients, avec la standardisation, parce qu'on a besoin de time to market, parce qu'on a besoin d'économie d'échelle. Donc en conclusion, 5 conclusions qui ressortent de ça. C'est comprendre qu'il y a quand même une part importante qui va être laissée ou qui doit être laissée au marketing pour prendre un rôle autour de la connaissance des clients et autour de l'expérience utilisateur. Le deuxième élément, c'est, on l'a évoqué, l'IT qui doit devenir un business partner du marketing. On a travaillé pour une compagnie pharma il y a quelques temps qui est venue nous voir en nous disant on mesure qu'il y a un certain nombre de transformations, on a envie de se réorganiser pour être en capacité de répondre favorablement aux demandes du business qui vont nous dire à un moment donné il faut qu'on puisse faire du mobile, il faut qu'on puisse faire un certain nombre de choses. Pardon. Le troisième élément, c'est le partage entre le marketing et l'IT d'un certain nombre de leviers métiers. Alors, on pourrait croire que c'est naturel pour le marketing. Pas nécessairement, ça l'est probablement moins nativement pour l'IT, mais en tout cas, il faut définir un corpus commun de facteurs clés de succès, de leviers business pour apporter des bonnes réponses. Alors, on fait un point particulier sur la notion de capturer de la donnée client versus empiéter sur le respect de la vie privée, et en particulier là avec Snowden et la NSA, on voit bien que c'est un sujet d'actualité. Gérer et organiser les compétences. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais à l'échelle des grandes entreprises, on se rend compte qu'il y a des gisements de talents qui ne sont probablement pas exploités au mieux. Et puis le dernier point, qui est peut-être un vœu pieux, en tout cas, on a envie d'y croire, d'arriver à créer, à développer cette confiance entre des équipes qui ont eu du mal à se parler jusqu'à aujourd'hui, mais dont on voit bien par les tendances que le marché impose qu'elles ont besoin de travailler ensemble et en confiance. Très bien. Merci beaucoup. J'aurais une question. Merci. On peut l'applaudir. Voilà. David, j'aurais une question. Je vais prendre les slides. Je voudrais juste qu'on reprenne un slide. En fait, ce qui pose vraiment ce sur quoi tout le monde travaille, c'est j'intègre le digital, tu es un acteur clé de la transfo. En gros, en termes de prédiction et d'engagement, est-ce que, parce que évidemment, monter la direction digitale, c'est mort. Voilà, l'idée, je pense que tu es d'accord par rapport à ces 4 modèles avec la spin-off, mais c'est le modèle décentralisé, non? Qu'est-ce que tu penses? Alors, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de bon modèle à proprement parler, où il n'y a pas le modèle cible idéal dans lequel toutes les entreprises doivent se reconnaître. Réellement, la manière dont il faut structurer, j'allais dire, les capacités stratégiques, les capacités d'exécution, doit répondre à la manière dont l'entreprise considère le digital dans son modèle relationnel. Son modèle relationnel, c'est peut-être un modèle commercial ou un modèle d'entrée en relation si la vente, si je prends par exemple le cas de constructeurs automobiles, se finit forcément dans le réseau. Donc, on voit effectivement à droite de l'écran sur les modèles décentralisés que l'ensemble des business units, donc les silos verticaux qui peuvent être des pays, qui peuvent être des marques, qui peuvent être des régions, peu importe quel niveau de granularité on leur donne, reproduisent et dupliquent des cellules qui vont gérer la stratégie et des cellules qui vont gérer l'exécution. À l'inverse, plus on va se déplacer vers la gauche, plus on va se rendre compte qu'on centralise un certain nombre de ces fonctions. Aujourd'hui, le modèle qu'on voit de plus en plus appliqué, c'est le modèle en fait du centre d'excellence, dans lequel les BU restent un peu maîtres de leur stratégie digitale. L'exécution est standardisée parce que finalement, les plateformes, que ce soit de gestion de contenu, d'e-commerce, etc., sont les mêmes. Mais le tout est nourri par un centre d'excellence qui pilote une stratégie en partenariat avec le métier. Parfait. Merci beaucoup. C'était passionnant.